Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de notre cycle de recherche collective consacré au rapport entre droit et vérité. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une collègue de l'UC Louvain, Nathalie Frogneux, qui est professeure à l'UC Louvain, qui est membre de l'Institut supérieur de philosophie et du Centre européen de philosophie pratique, qui a travaillé beaucoup de sujets différents, notamment en matière environnementale, d'autres questions qui nous intéressent ici, mais qui, depuis quelque temps, travaille sur la question du mensonge et qui a accepté bien gentiment de nous livrer un exposé intitulé « Un monde commun mis en porte-à-faux par la post-vérité ». Et donc, c'est, pour rappel, une des voies d'entrée de ce séminaire, une des raisons pour lesquelles on l'a initié, c'était justement ces mutations dans le rapport à la vérité qu'on constate aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc merci déjà à Nathalie Frogneux d'avoir accepté l'invitation, merci pour son exposé, et comme d'habitude on aura un petit peu de temps après pour débattre, sachant qu'on est quand même tenu par un impératif de terminer à 14h à peu près. Voilà. Merci, et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je veux dire que je suis très heureuse d'être là, non seulement pour voir des collègues, mais aussi parce que j'imagine que vous allez me poser des questions avec une perspective juridique qui va beaucoup m'intéresser. Donc, je n'ai pas préparé un exposé sur des auteurs en particulier, mais j'essaie d'avancer une thèse petit à petit. Donc j'ai commencé à travailler sur d'abord le secret et puis le mensonge, et donc bien sûr dans ce cadre-là on est obligé de côtoyer la question de la post-vérité. Alors quand on m'a demandé un titre, j'ai donné un titre un peu large en me disant comme ça je parviendrai à dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas couvrir peut-être tout ce que mon titre semble annoncer. Ce qui va m'intéresser, c'est évidemment la notion de mise en porte-à-faux. En fait, la notion de porte-à-faux est, me semble-t-il, intéressante pour penser ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Vous savez que le porte-à-faux, c'est une très belle construction architecturale, très audacieuse, en fait, qui fait preuve de beaucoup de liberté, mais qui, évidemment, lorsqu'elle s'écroule, va amener des dégâts très impressionnants. Alors, j'ai choisi cette idée que nous sommes dans une situation de post-vérité, pas uniquement lorsque, comme Trump, nous annonçons des choses fausses de manière patente, comme par exemple qu'il faisait beau le jour de l'investiture alors qu'il pleuvait le jour de l'investiture, ce genre de choses, mais que plus largement on peut parler de post-vérité lorsque l'on fait preuve d'une manière de prendre la parole qui fragmente le monde et qui divise nos modes d'être ensemble. Alors, ça met évidemment en difficulté la démocratie. Je ne vais pas beaucoup parler de démocratie, mais si vous voulez, on peut en reparler pendant le débat. Et donc, la matrice de ma réflexion, en fait, vient de l'utilisation en miroir de ce que Bernard Williams appelle le triangle de la vérité. Donc Bernard Williams, je suppose que vous le connaissez, mais malheureusement il n'est pas suffisamment connu, je trouve, dans nos facultés en Belgique. Donc je fais référence à son livre Vérité-Véracité, où il dit la valeur de la véracité comprend le besoin de trouver la vérité et de s'y attacher et de la dire, en particulier à soi-même. Donc j'ai un peu schématisé ce qu'il avance dans cet ouvrage, et en réalité on voit bien que toute question de vérité implique trois pôles. Elle implique trois pôles. Un premier pôle qui est le rapport du sujet à lui-même, donc avec dans ce rapport à lui-même la sincérité qui consiste à croire ce que l'on dit, croire sincèrement que ce que l'on dit est vrai. La franchise qui consiste à dire ce que l'on croit, mais qui peut évidemment avoir une certaine violence quand on dit ce que l'on croit sans tenir compte du rapport à l'autre. Et donc dans ce premier pôle du rapport à soi-même, cette tâche que Bernard Williams nous assigne consisterait à procéder à une unification de soi. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le sujet d'être dans un rapport d'unification. Alors, le deuxième pôle, c'est le rapport du sujet au monde, et c'est la recherche d'une exactitude
pour dire la vérité, il faut être préoccupé par l'exactitude de son propos. Alors l'exactitude, parce qu'on peut vérifier grâce à des moyens de mesure qui évoluent. Aujourd'hui en droit on a les tests ADN qu'on n'avait pas avant, mais on a la possibilité de vérifier, faire des reconstitutions, je sais pas, de la scène du crime ou ce genre de choses. Bon. Et donc il faut vérifier pour pouvoir être sincère, parce qu'évidemment une sincérité qui ne se préoccuperait pas de vérifier le contenu de son propos n'aurait pas beaucoup de poids. Mais alors il y a aussi évidemment le rapport à l'interlocuteur, et ça c'est le troisième pôle, le rapport à son ou ses interlocuteurs, qui fait que on va dire quelque chose qui est ajusté à l'interlocuteur, ajusté ou pas ajusté, c'est-à-dire qu'on va énoncer à quelqu'un quelque chose en sachant quelles conséquences cela pourrait avoir éventuellement sur lui. D'où la possibilité que la franchise en fait soit violente si l'interlocuteur n'est pas prêt à entendre ce que l'on veut lui dire. Donc dire vrai, la véracité, suppose de s'unifier et de vérifier l'exactitude de ses dires. Et puis aussi évidemment d'avoir le courage de dire ce que l'on considère comme vrai. Du coup, c'est à partir de ce triangle de Bernard Williams que je vous propose ce qu'on appelle le triangle du mensonge, ou le triangle des 3 I, avec d'un côté l'insincérité, ou le dédoublement de soi, le double cœur ou l'âme qui louche. Donc c'est une manière de définir le mensonge, surtout chez Saint-Augustin et chez Kant. Il y a l'autre pôle qui est le fait de cultiver l'inexactitude, alors l'inexactitude factuelle ou l'erreur. C'est ce dont se méfiait énormément Platon dans l'Hippias mineur, quand il dit le menteur, c'est celui qui dit le contraire de ce qu'il sait, ou bien qui ne prend pas la peine de savoir ce qui est exact. Alors, j'ai mis aussi François Mitterrand, parce que quand on voit les écrits de sa fille, Mazarine Pinjot, donc notamment dans Bouche cousue, ce qu'elle décrit, c'est une très grande maîtrise des 2 tableaux. François Mitterrand savait parfaitement, évidemment, qu'il jouait un rôle public qui cachait toute sa vie privée, et qu'il assumait donc ce double tableau qui fait la supériorité du menteur, puisqu'il a la maîtrise d'une chose et d'une autre, de 2 réalités en fait qu'il parvient à faire coexister. Et puis alors il y a l'inadéquation relationnelle ou la fragmentation sociale. Donc ça, la fragmentation sociale, c'est le fait de ne pas parler à tout le monde en même temps. Évidemment, les menteurs aiment bien voir des personnes séparément. Ils n'aiment pas les grands tablés avec des discours où tout le monde est rassemblé. Donc il y a une fragmentation sociale, mais il peut y avoir aussi une inadéquation relationnelle. Par exemple, quand je dois une vérité, je ne sais pas moi, s'il y a une conférence de presse pour dire quel est mon état de santé, si je suis François Mitterrand et que je dis à la conférence de presse qui est prévue à cet effet que tout va bien et que je n'ai pas de cancer, évidemment c'est une inadéquation relationnelle, parce que l'attente repose sur un pacte de véracité et la personne ment à ce moment-là. Alors, ici, on voit que dans l'inadéquation relationnelle se loge la volonté de tromper l'autre, parce que la volonté de tromper, évidemment, suppose un interlocuteur. C'est ce que cette intention de tromper, ou cette volonté de tromper, ou cette duplicité, c'est surtout Saint-Augustin qui l'a mise en évidence. Mais vous voyez qu'on peut avoir un double cœur vis-à-vis de soi-même, un double cœur qui va amener à une insincérité qui engendre de l'inadéquation relationnelle. Donc, l'hypothèse de ce triangle, c'est que le mensonge est une prise de distance. Il y a toujours une prise de distance par rapport à soi-même, par rapport aux faits, par rapport aux autres. Alors, par rapport à soi-même, parce que, par exemple, on est dans le déni de la réalité, ou bien dans l'automystification, on se prend pour quelqu'un que l'on n'est pas, ou bien on dénie des parties de soi, etc. Il y a une fragmentation aussi, évidemment, de sa propre identité. Par rapport aux faits,
bon, il y a une prise de distance parce qu'on fait preuve de négligence quant aux faits, on ne les vérifie pas, on ne prend pas en compte toutes les méthodes qui sont à notre disposition pour vérifier une chose que l'on avance, et donc on peut se maintenir dans l'erreur. Et puis par rapport aux autres, donc c'est la tromperie et le manque de loyauté. Alors je ne vais pas rentrer, parce que ça mériterait un cycle de conférences sur la question de l'interdiction morale absolue, mais on voit bien que le débat existe en philosophie depuis toujours. On a l'interdiction morale absolue de mentir chez Saint-Augustin, chez Kant, et puis vous avez d'autres penseurs qui vont insister sur le fait que la vie commune suppose quand même une possibilité de se tenir à distance et de ne pas être toujours dans la franchise ou dans l'explicitation de ce que l'on pense. Alors, les psychologues, en général, vont défendre l'idée selon laquelle, je pense même par exemple à Xavier Seron, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Mensonge » aux éditions d'Odile Jacob, en 2019, je pense. Il insiste sur le fait que le mensonge est monnaie courante dans la vie relationnelle. Et donc, ce qu'il faut tenir ensemble, c'est à la fois le fait qu'il s'agit de s'en méfier, et en même temps, on ne peut pas totalement s'en détacher. C'est tout l'enjeu, évidemment, du prétendu droit de mentir par humanité de Kant, quand il réplique à Benjamin Constant, alors que lui considère que, évidemment, le mensonge nous amène au mal radical. Il doit se défendre de... Alors pourquoi est-ce que ça nous amène au mal radical? Parce que ça sape complètement la possibilité même de parler, d'avoir foi en la parole. Puisque si on se donne la possibilité de prendre ses distances par rapport à un pacte de vérité que l'on a a priori dans la société avec l'interlocuteur, eh bien on sape les bases même de la parole. Et puis bien sûr il y a des conséquences qui peuvent advenir dans le tissu social. Cette idée de corruption qui serait à la base de la parole mensongère, c'est cette corruption qui naîtrait avec la parole mensongère, c'est aussi une idée que l'on trouve chez Montaigne. Il dit le premier trait de la corruption des mœurs, c'est le bannissement de la vérité. Donc ne pas prendre la peine de chercher la vérité comme exactitude, c'est selon lui une faute morale. Et donc c'est pour ça que je m'inscris en fait dans une tradition qui voit dans le fait de chercher la vérité avec ces trois pôles, en réalité une perspective morale, puisque c'est une vertu que de chercher, dit Bernard Williams, la vérité. C'est une vertu que de pratiquer cette unification de soi, cet ajustement à la relation avec autrui et cette quête constante de l'exactitude des faits. Notre intelligence se conduisant par la seule voie de la parole, celui qui la fausse trahit la société publique. Et donc, fausser sa parole, c'est porter préjudice aux autres. C'est une constante. Et donc, je voulais faire aussi référence à Chiché Labocque, qui a écrit 2 ouvrages magnifiques sur le secret, sur le mensonge. Et elle dit, voilà, le mensonge existe, le secret existe, mais si on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer, sachant que l'on ne peut pas toujours s'en passer. Bon, donc, dans la tradition grecque classique, on voit que mentir, c'est dire le contraire de la vérité. Et donc, on inscrit le mensonge dans la question de la vérité. Mentir, c'est parler contre sa pensée. Platon dit qui est le plus fort. Est-ce que c'est Ulysse le rusé ou Achille le franc qui est le plus fort? Bien évidemment, c'est Ulysse, puisqu'il est capable de mener deux types de réalités en parallèle et de les maîtriser et de s'avancer dans le monde avec 2 vérités.
Alors, la question qui est posée par De Tienne et Vernon, c'est de savoir si on peut utiliser le mensonge pour obtenir de la vérité. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt pratique à une parole qui serait mensongère pour donc ruser et obtenir quelque chose que l'on désire savoir. Alors ça, c'est évidemment... bon, c'est la possibilité de vivre davantage de choses. Et donc, est-ce que le mensonge peut être un moyen pour gagner la vérité? C'est une question qui, évidemment, est impensable chez Kant, qui est impensable chez Augustin, mais qui pourrait, dans certaines situations, confiner avec une vérité pratique. Donc, dans la tradition grecque, on pense le mensonge en rapport avec la vérité. Dans la tradition chrétienne, on pense le mensonge en rapport avec l'intention de tromper. Donc on est sur l'autre pointe du triangle. Hein. On est sur la question du dédoublement du cœur ou du dédoublement de l'âme. Mentir, c'est dire avec l'intention de tromper. Tromper, c'est avoir une âme qui louche. Mentir, c'est avoir une pensée dans l'esprit et par parole ou tout autre moyen d'expression en énoncer une autre. Donc ça, c'est dans le mensonge de Saint-Augustin. Je vous ai pris une reproduction de Gozzoli parce que je trouve ça beau. Voilà. Et puis, je vous cite alors, donc ici on va arriver à quelque chose de très intéressant avec Saint-Augustin. C'est qu'il dit: ce n'est pas mentir que de dire une chose fausse si on croit ou si l'on s'est fait l'opinion qu'elle est vraie. Donc la sincérité fait qu'on se met à l'abri du mensonge. Chez William, c'est plus compliqué. Hein. La croyance diffère d'ailleurs de l'opinion. Celui qui croit sent parfois qu'il ignore ce qui fait l'objet de sa croyance, tout en ne doutant pas, tant sa foi est ferme de sa vérité. Celui qui se fait une opinion pense savoir ce qu'il ignore. Or, quiconque énonce un fait qui lui paraît digne de croyance ou que son opinion tient pour vrai ne ment pas, même si le fait est faux. Sa parole répond à la foi de son esprit ou la conviction qu'il s'est faite. Ça, je pense que la conviction, c'est une question intéressante pour les juristes. Bon. Il pense ce qu'il dit. Il n'est pas excusable toutefois s'il croit des choses qui ne méritent aucune croyance ou s'il prétend connaître ce qu'il ignore, même s'il s'agit d'une chose vraie, bien qu'il reste se faisant à l'abri du mensonge. Donc, on peut dire en quelque sorte que Saint-Augustin est plus exigeant que Bernard Williams, puisqu'il insiste davantage sur la nécessité de l'unification de soi, mais il est moins exigeant que Bernard Williams quant à la vérification factuelle, la vérification des faits. Et donc, il n'appellera pas mensonge quelque chose qui est tenu sincèrement pour vrai, même si l'énoncé est contraire à... je vais passer là-dessus. Si l'énoncé est contraire à la réalité. Alors, je voudrais venir un instant sur la question du pacte. La question du pacte, c'est une question qui est très intéressante pour savoir quel est le pacte avec l'interlocuteur, pour la question de l'ajustement à l'égard des autres et de son interlocuteur, qu'il soit au singulier ou qu'il soit au pluriel. Je pense que le pacte permet de dire évidemment des contre-vérités, des choses énormes. Si on a un pacte d'humour avec son auditoire, évidemment, voilà. On peut raconter n'importe quoi, la plaisanterie, le théâtre, la fiction. Alors, la fiction, évidemment, fait passer pour quelqu'un qui joue un personnage, etc. Mais le pacte est clair. Et dans ce cas-là, on voit bien, les psychologues d'ailleurs le disent, que les activations neuronales sont très différentes face à un comédien qui sait qu'il joue quelqu'un d'autre et face à quelqu'un qui ment et qui prétendrait être collé à un personnage qu'il n'est pas.
parce que dans les personnages que l'on n'est pas, je pense évidemment à des grands menteurs comme Jean-Claude Roman, comme Émile Ajar, etc. Enfin, Romain Gary, peut-être très bien. Bon, des grands menteurs qui sont donc dans un personnage presque permanent. Donc là, évidemment, le pacte est très très important. Et on peut avoir évidemment un pacte qui ne passe pas par l'explicitation, mais qui passe par le contexte ou qui passe par les postures physiques, les gestes, etc. Et donc il faut inclure dans la question du mensonge la question du geste et du contexte. Si je rentre dans mon auditoire de bac 1, mes étudiants commencent à noter, le pacte est celui de vérité, évidemment. Je ne vais pas commencer à leur raconter n'importe quoi. Il y a un pacte de vérité implicite à cause du bâtiment, à cause de la salle, à cause de leur posture. Donc, ce qui est très important, enfin je n'ai pas prévu de slide pour ça, mais je pense que ce qui est aussi très important, évidemment, c'est la question du pacte avec l'interlocuteur, parce que si je ne vous dis pas que j'ai un amant, c'est pas un secret, d'accord? Je vous le dis juste pas. Mais si je ne dis pas à mon mari à qui j'ai promis fidélité que j'ai un amant, là ça devient un secret. Donc le secret suppose évidemment un type de pacte avec l'interlocuteur ou les interlocuteurs. Donc, bon, juste en passant, ce qui est intéressant, c'est cette proposition de Louis Aragon de mentir vrai, hein, quand il dit que finalement la fiction permet de dire de manière plus vraie que la description scientifique ou que la simple description des faits. Là, on a affaire évidemment à une possibilité que le langage ouvre une compréhension du réel sans passer par un pacte de vérité. Bon, donc, ce que je voudrais faire comme hypothèse ici, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un triangle de la post-vérité ou du baratin, et là j'emprunte le terme à Harry Frankfurt. Harry Frankfurt qui a écrit un texte, enfin il a prononcé une petite conférence qui s'appelait On Bullshit, qui a été traduit en français par De l'art de dire des conneries. Et en fait, c'est cette idée vraiment du porte-à-faux. Bon, il n'utilise pas l'expression, mais c'est-à-dire qu'on trouve plaisant d'avoir des gens qui embellissent la réalité, qui disent les choses de manière fleurie, cocasse, etc., jusqu'au jour où ça devient trop. Et alors on dit « arrête tes conneries », quoi. Bon, arrête tes conneries. Donc c'est vraiment, je pense, en français, l'expression qui dit, voilà, le porte-à-faux peut aller jusque-là, mais s'il va plus loin, on va briser la relation de confiance et la relation qui nous maintient. Donc, l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, et je serais très contente de vous entendre sur ce point, c'est de dire qu'aujourd'hui, si nous sommes davantage préoccupés par la sincérité et la volonté de convaincre, si nous sommes davantage préoccupés par la possibilité d'obtenir des effets de notre propos et de ce que nous avançons, donc si nous nous tenons davantage sur cet axe-ci, en négligeant l'axe de la vérité factuelle, des rapports aux faits, etc., on se trouve en fait dans un triangle de la post-vérité et du baratin. Parce que la négligence à l'égard des faits nous amène à emporter la conviction de l'autre par des effets de manche ou des effets, je dirais, d'émotion, etc., qui peuvent alors créer une fragmentation du monde. Je vous donne un exemple tout de suite. C'est Misha de Fonseca. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'affaire Misha de Fonseca. C'est en réalité Monique de Waal, qui était la fille d'un collabore, qui, donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père a été collaborateur, et donc, elle, toute petite, elle a décidé de prendre ses distances. Non, pardon, pas toute petite. Elle a décidé, jeune, de prendre ses distances par rapport à cette histoire. Elle a reconstruit toute une histoire
fausse, où elle s'est inventée, au contraire, fille d'une famille juive qui a été massacrée dans le centre de l'Europe et qui, la petite fille, a réussi à survivre avec les loups. Donc son livre a fait, qui était un témoignage donc, de cette aventure fabuleuse, son livre décrivait toute la traversée de l'Europe centrale pour arriver jusque en Belgique et puis en France. Bon, après, elle a vécu aux États-Unis. Et donc, ce livre a eu un énorme succès. Il y a eu un film, etc., etc. Et elle témoignait dans les écoles de ce qui était arrivé aux enfants juifs. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui ont vu Michel Fonseca dans les écoles témoigner de son aventure. Et donc, là, on a affaire à un témoignage, mais qui arrachait les larmes aux parents et aux enfants et à tous ceux qui l'entendaient, etc. Donc là, on était vraiment dans la conviction forte, puisque les instituteurs et les institutrices l'invitaient. Et on a ensuite dû démentir ce témoignage, parce que des personnes qui avaient vécu dans les lieux où elle a vécu, où elle prétendait avoir vécu, on dit non, c'était pas comme ça, ça ne se passait pas comme ça, c'est pas possible. Son témoignage donc a été confronté par des témoins. Alors, ce que je trouve extraordinaire et pourquoi je vous en parle, c'est que donc elle avait même dupé, bien sûr, son éditrice, elle avait dupé tout le monde. Il y avait une force de conviction extraordinaire dans sa manière de témoigner. Ce qui fait que le livre, qui au départ était considéré comme autobiographique, après que Lionel Duroy et tout démonté, mais bon, le livre a été réédité. Il a été réédité avec la mention qu'il s'agissait d'un roman. Parce que les gens y ont tellement cru qu'ils ne parvenaient plus à sortir de cette conviction et qu'elle avait créé un personnage qui avait pris sa réalité. C'est ce que j'appelle le porte-à-faux. Le personnage avait pris tellement consistance qu'il n'y avait plus moyen de démonter le personnage et que même en ayant démenti la preuve par A plus B, etc., que ça n'avait pas eu lieu, l'histoire continue. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un triangle du déni, c'est ce que j'appellerais le triangle du déni. Donc, il y a un dédoublement de soi où finalement Monique de Waal, la fille du traître, est indissociablement Micha de Fonseca et Monique de Waal, la petite fille errante. Il y a presque un indécidable entre les deux. Parce que si elle est connue, c'est évidemment comme Micha de Fonseca, et ce personnage-là a pris consistance dans notre monde commun. Sauf que c'est un monde faussé, quoi. Et elle a construit un monde, alors au niveau factuel, évidemment, ce monde-là ne tient pas très bien, mais elle a évidemment dû prendre distance par rapport à sa famille, et par rapport... Ah oui, ça c'est très intéressant. Elle vivait largement dans des communautés juives. Et donc, elle était... Enfin, tout son monde était devenu le monde des survivants. Elle fréquentait évidemment ces groupes de juifs, etc., en se faisant passer pour une juive. Et évidemment, elle avait pris ses distances par rapport au monde de Monique de Waal. Donc là, il y avait une distance relationnelle par rapport à sa famille et ce que j'appelais tout à l'heure une fusion avec un entourage qui était faussement le sien, qui n'était pas vraiment le sien. Alors, ce que je voulais souligner, donc si on reprend la typologie de Thomas d'Aquin, qui n'est pas du tout la même que la typologie de Saint-Augustin, on voit que saint Thomas va faire la différence entre ce qu'il appelle des mensonges officieux, qui ont une utilité. Alors ils servent soit
au menteur, soit à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des mensonges qui sont bienveillants. Ce sont des mensonges qui vont être des excuses, du coaching. Vas-y mon chéri, tu vas voir, ça va aller, hein, du réconfort, etc. Parfois un peu à bas prix, avec une certaine négligence à l'égard des faits. Hein, quand on envoie son fils à l'examen alors qu'on sait qu'il n'a pas préparé, qu'on lui dit vas-y mon chéri, ça va aller. Bon, c'est du coaching, voilà, pour lui donner le courage d'y aller. Bon, alors il y a les mensonges joyeux. Les mensonges joyeux, Saint Thomas considère qu'ils sont le liant social, qu'ils sont absolument nécessaires socialement. Ce sont les compliments, les louanges, les petites fictions qui font qu'on passe une soirée agréable, etc. Les sweet little lies, hein, les petits mensonges doux. Et puis si c'est pas vrai, c'est bien trouvé et ça nous fait passer un bon après-midi. Alors, il y a, bon, bien sûr, les mensonges pernicieux. Ceux-là, ils sont beaucoup plus graves, mais, dit saint Thomas, aussi beaucoup plus rares. Donc, ce sont des mensonges par méchanceté, pour médire, critiquer, défaire la réputation de quelqu'un, etc. Et évidemment, prendre le pouvoir. Donc, on a une première manière de prendre le pouvoir qui consiste à garder des informations, c'était le secret. Une deuxième manière de prendre le pouvoir, ça peut être évidemment de faire régner des mensonges pernicieux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ici, vous voyez que de nouveau, on pense les mensonges en fonction de leurs objectifs, de leurs intentions. Est-ce que l'intention, c'est de passer une bonne soirée, donc mensonge joyeux? Est-ce que l'intention est bienveillante quand je dis à quelqu'un que je sais en crise, que je lui dis mais tu as l'air en forme comme jamais, c'est incroyable comme tu as l'air en forme? Bon, c'est évidemment un mensonge officieux pour qu'il se sente bien, et c'est un mensonge officieux bienveillant. Et donc on pourrait dire que les mensonges officieux bienveillants sont des bons mensonges, et donc moralement on peut les autoriser. Évidemment, les mensonges officieux malveillants ne seraient pas autorisés, et donc on pourrait faire une catégorie comme ça des mensonges qui seraient moralement acceptables et des mensonges qui ne seraient pas moralement acceptables. Étant entendu que tous les mensonges pernicieux, eux, sont moralement inacceptables. Je ne vais pas aller dans ce sens-là, parce qu'il me semble que l'intention importe peu en réalité, étant donné la prise de distance, et que même les mensonges bienveillants ou les mensonges bien intentionnés, les mensonges qui au départ sont altruistes et peuvent sembler ne pas être graves, même ceux-là en fait amènent à une vie en porte-à-faux, et même de cela il faut se méfier. Donc la question n'est pas l'intention, la question est en fait le succès du mensonge. Vous connaissez peut-être l'exemple de Florence Foster Jenkins, qui était une chanteuse catastrophique, richissime. On a fait un film en français avec Catherine Fro qui s'appelle, j'ai oublié, enfin, c'est un peu romancé, mais c'est... C'est pas le nom de Florence, c'est pas Florence. Bon, et Meryl Streep l'a joué dans une version anglaise, mais donc c'était mis au cinéma. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui chante archi faux, bon, elle est archi riche aussi, donc ça amène évidemment des mensonges, puisque dans l'entourage, si on parvient à lui faire croire qu'elle chante bien, ben voilà, elle a un petit théâtre privé chez elle, elle chante, etc. Elle a un prof de chant qui lui fait croire que ça va aller, elle va s'améliorer, etc. Bon, enfin, elle casse les oreilles de tout le monde, mais finalement... elle y croit tellement, donc elle a cette conviction telle que quand on lui propose d'aller chanter au Carnegie Hall, elle accepte. Et là, évidemment, élargissement de la sphère commune, élargissement journaliste, le public des mélomanes vient assister, etc. Et c'est l'effondrement, bien sûr. Bon, et donc, au départ, son mari, qui veut lui faire plaisir, lui dit qu'elle chante bien, son prof de chant lui dit qu'elle chante bien, etc., etc. Donc, au départ, ça a l'air d'être des mensonges officieux bienveillants qu'on devrait pouvoir autoriser et qui vont en réalité arriver à qui vont mener à une issue catastrophique.
Donc pour moi, la question n'est pas tellement l'intention, mais la question est le succès et la temporalité. Le fait que ça dure et que ça puisse s'installer, et que ça puisse créer une réalité dans le monde commun. Bon, je vous laisse de côté les mensonges francs et pernicieux. Ben, ça, c'est gaslight de Cukor, qui est même devenu un terme en psychologie. Le gaslighting, c'est vraiment la volonté de tromper et de faire douter de l'autre de la réalité de ses perceptions, donc qui amène véritablement à des catastrophes sur le plan de la santé mentale. Donc, maintenant, je voudrais revenir sur la question, sur cet axe entre le sujet persuasif et l'interlocuteur persuadé. J'aimerais revenir sur cet axe de la conviction pour parler de quelque chose qui est assez subtil et qui, à mon avis, est intéressant. Ce sont les blancs mensonges, white lies, le mensonge blanc. Donc, je voudrais en fait inscrire tous ces mensonges. Je vais vous montrer une petite. Je voudrais inscrire les mensonges en fait dans un continuum, une dynamique de prolifération. Je pense que la typologie ne permet pas de séparer des types de mensonges comme Saint-Augustin ou Thomas ont voulu le faire. Alors vous allez me dire quelle prétention, elle se met sur le même plan qu'Augustin et Thomas. Non, je ne me mets pas du tout sur le même plan qu'eux, mais je vous propose une autre hypothèse. C'est qu'il y a un continuum et une prolifération qui fait que l'intention finalement importe peu. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir que l'on prend ses distances par rapport au réel, par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Du coup, on peut mettre les secrets, le fait de vouloir maintenir le secret, donc à un certain moment, si les choses deviennent difficiles, on va devoir proliférer, on va voir proliférer le mensonge et devoir proférer des francs mensonges, des mensonges blancs et des secrets, et la boucle va évidemment continuer à se nourrir. Donc, il y a une échelle d'explicitation de cette prise de distance que l'on peut voir à travers des silences. Quand on vous pose une question et que vous bottez en touche ou que vous parvenez à ne pas répondre, donc là c'est évidemment sur l'axe de la sincérité, de la franchise que on prend ces distances vis-à-vis de son interlocuteur. Il y a les demi-vérités quand on n'achève pas sa phrase, quand on dit les choses mais à moitié, on ne met pas le complément d'objet, on utilise un verbe mais on ne met pas le complément d'objet, etc. Et puis il y a les mensonges blancs. Ceux-là, ce sont des mensonges, je vais y revenir parce qu'à mon avis, ce sont les plus intéressants dans ce que j'appelle la culture de la post-vérité. Et les francs mensonges. Bon, les francs mensonges, ce sont les plus classiques. Il s'agit de dire une contre-vérité, il s'agit de dire simplement le contraire de ce que l'on pense ou le contraire de ce qui est établi. Ça, c'est Trump qui dit, voilà, il faisait beau. Alors, il y a aussi les gestes qui sont mensongers, les comportements qui peuvent être mensongers et le contexte qui peut être mensonger. Alors, l'exemple le plus classique de contexte mensonger, c'est quand on demande à Iseux si elle a Tristan pour amant, et elle répond en sortant d'une barge où Tristan se trouve déguisé en passeur, qu'elle n'a jamais été dans les bras d'aucun autre homme que celui qui vient de l'aider à sortir de la barge. Et donc, ici, elle dit une stricte vérité, sauf que, étant donné le contexte, étant donné le déguisement de Tristan, tout le monde a compris qu'elle n'avait pas Tristan pour amant, et en réalité, elle a dit vrai, tout en mentant sciemment. Donc, les demi-vérités et les mensonges blancs se basent sur les préjugés de l'autre ou bien sur un contexte qui va pouvoir rendre une phrase dont le contenu est correct mensongère. C'est ce que tu appelles les blancs mensonges. Oui, les blancs mensonges. Mensonge blanc, c'est peut-être plus joli de dire mensonge. Bon, les Anglais utilisent beaucoup ce mot-là, c'est white lies, mais voilà, c'est le blanc mensonge par opposition au franc mensonge. Le franc mensonge consisterait à dire « je n'ai pas d'amant ». Elle sort de la barge, elle dit « non, je n'ai pas d'amant ». Ça, c'est un franc mensonge. Mais elle dit « je n'ai jamais été dans les bras d'aucun autre que
cette personne qui vient de m'aider à sortir de la barge. Et voilà. Donc ici, on voit que ce qui est intéressant, et qui, enfin, à mon avis, qui est peut-être intéressant aussi pour des juristes, c'est qu'on parvient à être irréprochable sur le plan du contenu, tout en disant des choses qui vont être comprises tout à fait différemment. Donc on a une intention de tromper, alors qu'il peut être bienveillante ou malveillante. Ça, c'est pas tellement la question. Mais pour vous prendre un exemple un peu plus simple que celui de Tristan et Iseux, je vois quelqu'un qui, dans la rue, me fait la publicité pour un parti auquel je n'ai pas du tout l'intention d'accorder ma voix, et je me dis, waouh, je vais perdre du temps parce que je vais devoir argumenter, je vais entendre des salades parce que ce parti-là, de toute façon, il ne m'intéresse pas, etc. Et donc, je dis à la personne, merci beaucoup, ne vous inquiétez pas, je vais bien voter. Alors, quand je dis je vais bien voter, moi ça veut dire que je vais voter pour le parti qui me convainc, et lui il croit que je vais voter pour le parti pour lequel il fait la publicité. Donc c'est on pourrait dire une intention qui est bonne, puisque j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie que lui perde son temps, j'ai pas envie qu'on se dispute, on va pas commencer, bon, c'est agréable, la relation est agréable et elle se passe vite et de manière fluide, mais c'est une façon de faire du baratin. C'est une façon de faire du mal. Alors, il y a, ça c'est de l'humour juif évidemment, l'humour juif que j'aime beaucoup, c'est un extrait de Jurek Becker dans Jacob le menteur. Il parle de deux préjugés qui se croisent, hein, et donc il dit, deux juifs se retrouvent sur le quai. Où vas-tu, dit l'un. Je vais à Nijni Novgorod. L'autre marque un long temps de silence, puis furieux. Comment tu me dis que tu vas à Nijni Novgorod? C'est que tu veux que je croie que tu vas à Odessa. Si tu veux que je croie que tu vas à Odessa, c'est que tu vas vraiment à Nijni Novgorod. Alors pourquoi mens-tu? Donc il faut ajouter évidemment cette dimension-là pour savoir ce que signifie le mensonge. Oui, je vous ai pris l'intention de tromper, qui engendre la fracture d'un monde commun. C'est évidemment, oui, on pourrait dire, est-ce que le baiser de Judas c'est un franc mensonge ou c'est un mensonge blanc? Donc c'est un franc mensonge si on considère que le baiser signifie l'amour. Alors là, évidemment, c'est la trahison. En même temps, bon, il y a des justifications par Judas du fait que, voilà, il pensait que le Christ pourrait se sauver, etc. Mais, ou bien alors c'est un blanc mensonge, parce qu'aucune parole n'a été prononcée, et il y a des conséquences très importantes qui vont engendrer une fracture dans le monde. J'ai pris un exemple un peu plus soft pour les philosophes, c'est quand les organisateurs de la conférence de Drou, les théologiens protestants, invitent Hans Jonas, qui a été l'élève de Heidegger, en pensant que Hans Jonas va défendre Heidegger, et qu'en fait, il en profite pour régler ses comptes avec Heidegger. Donc il ne dit pas, vous savez, je l'ai eu comme prof, mais là maintenant, mes thèses sont radicalement différentes. Donc, mentir, c'est aussi parfois dire à l'autre ce qu'il attend. Et donc, vous savez que beaucoup d'abuseurs disent « je t'aime tellement ». Je t'aime tellement, c'est une phrase assez classique. Quand un père incestueux dit à sa fille, c'est ce que raconte Eve Ensler dans Pardon. Elle raconte que son père lui disait « je t'aime tellement ». Évidemment, ça dérapait de l'amour paternel à l'abus. Mentir, c'est parfois ne pas vouloir démentir quelqu'un dans ses croyances et ses préjugés parce qu'on considère que ça pourrait être dangereux pour lui, même parfois psychiquement, etc. Mentir, c'est aussi ne pas lui permettre, il me manque un pas, ne pas lui permettre de faire une expérience d'incomplétude qui lui permettrait par contre de reprendre l'enquête. Et donc de reprendre la recherche de vérité factuelle, donc dans mon angle en bas à gauche.
Voilà pourquoi il me semble qu'on doit parler d'une culture de la post-vérité quand on est dans une culture de la négligence, de l'unification de soi, de l'ajustement dans la relation à l'autre et dans la négligence de la vérification des faits. Parce que le mensonge prolifère sous ces formes-là, qui sont autant de manières de s'éloigner de cette recherche de la vérité à laquelle nous invite Bernard Williams. Donc, je ne reprends pas l'exemple de Jean-Claude Roman parce qu'il est archi connu, mais il est quand même très intéressant. Au début, il y a juste une intention bonne de ne pas dire qu'on a raté un examen, et puis il faut le dire aux parents, et puis il faut le dire à tout le monde, etc. Et puis alors, évidemment, ça entraîne des francs mensonges, etc., et une vie tout à fait en porte-à-faux. Alors, il y a un petit roman de Pascal Robert Diard, La petite menteuse, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est sur justement un malentendu dans une affaire judiciaire. On demande à une jeune fille est-ce qu'on t'a fait du mal? Les gens pensent à un viol, et elle dit oui, mais c'est tout autre chose. En fait, c'est une vidéo qui a circulé et qui évidemment lui a fait du mal. Et donc elle répond oui, et puis on est parti dans les préjugés qui vont se croiser, absence de démenti et donc erreur judiciaire à la clé. Donc vous l'avez compris, voilà ce que j'appellerais le triangle dynamique de la post-vérité. C'est quand l'insincérité et le dédoublement de soi entraînent une inadéquation relationnelle et une inexactitude factuelle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce